Mais bonjour, moi c'est Benoît Mariage, je suis le réalisateur de Habib la grande aventure. Le pitch, c'est tout simple, c'est la chronique d'un jeune acteur d'origine maghrébine qui vit à Bruxelles et qui est tiraillé entre les dictates, si on veut, de sa culture d'origine et ses aspirations profondes. Concrètement, il est investi à fond dans un projet au théâtre où il incarne François d'Assise. Et par contre, il est obligé, pour des raisons de contraintes alimentaires, d'accepter des rôles d'arabe de service dans des films sans importance. Et donc voilà, ça c'est le tiraillement qui est à la base du film. Et puis, va-t-il s'en sortir? Va-t-il être fidèle à ses aspirations? Va-t-il rester lui-même ou devenir lui-même? C'est un peu l'enjeu de ce film. J'enseigne dans une école de cinéma et je fais des ateliers avec mes élèves. Et lors d'un atelier, je rencontre un jeune gars d'origine marocaine qui s'appelle Bilal, qui a 15 ans, qui est formidable et qui joue dans un film d'étudiant. Moi, je le récupère après pour faire des ateliers dans des banlieues près de Namur où j'habitais et tout ça. Donc, c'est un jeune mec que je connaissais. Ouais, qui fricotait, qui était aussi un peu dealer. Enfin bref, c'était un peu une racaille, mais une racaille vraiment très sympa et assez doué pour le cinéma. Et puis j'en entends plus parler. J'aimais bien ce gars-là. Il était venu à Noël à la maison. On avait quand même pas mal échangé. Et puis deux, trois, allez, dire 4 ans après, je vais au cinéma voir le film de Jacques Dormal qui s'appelait Le Tout Nouveau Testament. Et il y a une scène où Catherine Deneuve, dans sa voiture, appelle un gigolo et je retrouve mon Bilal en train de jouer ce gigolo. Donc il y a une scène où il fait presque explicitement l'amour avec Catherine Deneuve. Et puis après, moi, je veux le féliciter, mais comme il avait plein de numéros de téléphone pour ne pas être repéré, j'ai du mal à le rejoindre. Et quand je parviens enfin à l'appeler, je lui dis, Bilal, c'est formidable, quoi. C'est incroyable ce rôle avec Catherine Deneuve. Et il me dit, mais tu sais, j'ai dû occulter ça à mes parents. Et qu'est-ce que mais oui, j'ai dit que j'allais faire des courses au Carrefour avec une vieille dame. Et donc je me dis, c'est triste, ce gars n'a jamais pu, voilà, de par les contraintes de sa culture, de jamais pu expliquer ce qu'il avait fait là, qui était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc voilà, c'est une anecdote réelle qui a germé, qui était le germe de ce projet. Après, évidemment, j'ai brodé autour de cet événement, donc il fallait surtout, j'écrivais, mais je n'avais pas encore l'autorisation de Catherine Deneuve, donc mon producteur me dit, mais là, il faudrait quand même aller la voir à un moment donné. Et alors, elle était super parce qu'elle m'a dit, venez à Paris, on va discuter. Elle avait aimé beaucoup le projet, je pense, parce que je pense que c'est la seule raison pour laquelle elle pouvait l'accepter. Et puis, elle m'a dit, oui, je me souviens très bien de cette journée de tournage sur le film de Jacob Dormal et donc voilà, et je lui dis, écoutez, elle m'a dit, j'aime pas jouer mon propre rôle au cinéma, c'est un truc qui me gêne et ce que je peux comprendre. Et j'ai dit, oulala, je voyais tout s'effondrer devant moi, je dis, j'avais une demi-heure face à elle, je dis, c'est perdu, quoi. Et puis je lui dis, mais écoutez, si vous n'êtes pas là, le projet s'effondre parce que vous êtes dans tout le film finalement, on parle de vous tout le temps et tout ça. Et puis elle m'a regardé, elle dit, je ferai votre film. Et donc voilà, c'était notre chance aussi qu'elle accepte. On parle souvent des conversions hein, avec ce qui s'est passé ces dernières années, avec le djihad et tout ça, toute la conversion du côté chrétien musulman. Je trouvais ça drôle une fois d'inverser les rôles. Et pourquoi pas quelqu'un d'obédience musulmane qui s'intéresserait à la religion chrétienne. Mais au-delà de ça, c'est le livre de Christian Bobin qui m'a vraiment. C'est un de mes livres préférés et qui est une sorte de biographie très personnelle de la vie de François d'Assise. Et d'ailleurs, j'étais tellement fan du livre que je voulais dans le livre que ce soit ce livre-là qu'il joue au théâtre, que ce soit vraiment l'adaptation du Trébat de Christian Bobin. Et puis j'avais déjà été en contact avec lui précédemment et tout parce que je suis un grand fan de sa littérature et vraiment sa littérature m'a ouvert l'âme. Ouais, c'était quelque chose d'important pour moi. Et là, il m'a dit, écoutez, Benoît, moi, être vu, c'est être perdu. Je crois qu'il avait peur Et puis, je crois aussi qu'il ne savait pas très bien à quoi s'attendre dans cette comédie. Et qu'est-ce que je vais aller foutre peut-être dans cette comédie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il m'a dit, écoutez, moi, utilisez même le texte à un certain moment, parce que j'utilise une partie du texte quand il est face à son père. Il utilisait ça, mais je veux rester vraiment dans l'ombre et faites-vous plaisir avec mon texte, mais moi, ne me mettez pas en avant, s'il vous plaît. Donc j'ai respecté ça, et puis voilà, c'est devenu Les Fioretti, qui est, qui est le livre de référence sur la vie de François d'Assise, puisque c'est une compilation d'écrits
ouais, du 14e ou 13e siècle qui est le plus proche peut-être de ce qu'a pu être l'existence de François d'Assise. Mais au-delà du personnage étiqueté chrétien, c'était aussi pour Habib un personnage qui incarne les valeurs contemporaines de beaucoup de jeunes, c'est-à-dire un retour vers la slow life, vers oui, vers pas le dénuement, mais la décroissance heureuse, quoi. On en parle tellement, et c'est tellement un symbole de décroissance heureuse, finalement, que je trouvais ça, et que je voulais pas que sa fascination ne soit plus large. Et voilà, il est fasciné par cette vie, qui est une vie quand même, moi, qui me fascine aussi, je trouve. Et donc voilà, c'est une sorte d'élan comme ça, impulsif il aime cet homme, il est très fier de l'incarner au théâtre, il occulte à sa famille le rôle pour ne pas être en porte-à-faux avec sa famille, et paradoxalement il doit faire d'autres choses moins intéressantes qui là le mettront en valeur, et c'est là toute sa schizophrénie, c'est d'être écartelé en permanence. On a eu des refus dans des commissions, je ne vais pas les citer, mais parce que je vais peut-être représenter des films plus tard, mais en me disant il y a trop, ça foisonne de trop de choses. Mais j'avais pris pour modèle, en fait, j'avais pris Inside Llewyn Lewis des frères Cohen. J'aimais beaucoup ce portrait d'artiste et ce tiraillement. Et moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne quitte pas cette schizophrénie en permanence, ce tiraillement permanent entre devoir répondre aux injonctions à la fois du monde duquel il provient, c'est-à-dire cette famille musulmane conventionnelle, classique, et à la fois ses aspirations d'artiste qui a fait le conservatoire et qui veut s'émanciper. Donc ce tiraillement m'intéressait, et donc c'était à la fois professionnel, c'était familial. À tout moment, il y avait le tiraillement, parce que cette fille que le père ramène est aussi pratiquement une fille de son âge, qui est jolie et tout. Et donc, il ne peut pas avouer la relation de son père à ses amis, à ses proches. Et donc, en permanence, c'était juste trouver les pots de banane et trouver des événements qui le mettent chaque fois en permanence en porte-à-faux. Et comme dans Inside Llewyn Lewis, je voulais vraiment qu'il y ait cet état mental de perturbation permanent dans le film. Voilà. Et c'est vrai que la famille, c'est un des... Enfin, je pense que c'est un film aussi qui parle de la honte. Je pense que c'est un personnage honteux qui a faire une comédie sur la honte, je trouvais ça assez original aussi. J'en ai, pense, peu vu, et ça me touche personnellement. Et je pense que j'ai mis des choses très personnelles dans ce tiraillement. On est tous des transfuges. Hein. Souvent, on a un monde de transfuges. On vient d'un milieu. Personnellement, moi, je venais de la bourgeoisie provinciale, puis je suis allé dans une école de cinéma très à gauche, très militante. Et à tout moment, il y avait la question du positionnement. Et qu'est-ce que je fais des valeurs reçues? Qu'est-ce que je fais des valeurs que j'ai envie d'acquérir? Et donc, je me suis personnellement, je voulais pas faire un film communautariste sur la communauté marocaine, c'était pas le but. C'est vraiment un film qui, je pense, qui touche au-delà, parce que c'est la question qui nous touche tous. Je pense que le chemin le plus compliqué, c'est le chemin qui nous sépare de nous-mêmes. Hein. On a beau avoir fait 40 000 kilomètres pour marcher sur la Lune, c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est de se connecter à sa vraie nature. Et donc, ça, le sujet était universel. Mais voilà, donc je voulais que la famille soit un élément aussi important. Je voulais aussi réhabiliter cette pauvre commune de Molenbeek, qui est quand même... parce qu'initialement, on voulait appeler le titre Saint-François de Molenbeek, mais nos amis français nous ont dit, écoutez, ça nous rappelle vraiment de souvenirs très douloureux, et là, c'est peut-être pas une bonne chose. Mais pour moi, c'était aussi une réhabilitation d'une commune où des gens formidables vivent, et c'était aussi un clin d'œil par rapport à ça, quoi. J'ai commencé à chercher dans la communauté belgo-marocaine, parce que je voulais évidemment un gars issu de cette origine. Et à la fois, le film n'est pas naturaliste, hein, c'est plutôt un conte, donc on pouvait avoir une certaine distance par rapport à ça. Alors, je cherchais, je ne trouvais pas, et j'avais dit à mon directeur de casting, écoute, tu me trouves la gueule de John Turturro dans Barton Fink, c'est ça que je veux, c'est un mec... Et c'était resté dans un coin de sa tête. Et puis après, j'ai pu travailler avec lui parce qu'il était sur d'autres projets. Et 4-5 mois après, il me dit, ah oui, si tu cherches John Turturro, j'en ai peut-être un. Et il m'envoie la photo de Bastien Huguetto. Je dis, mais c'est ça, c'est lui. Alors le problème, c'est que lui, il n'était pas d'origine maghrébine, il ne parlait pas l'arabe et tout. Et quand il a lu le scénario, il a dit, mais pour quel rôle tu me prends? Je dis, pour le rôle principal, il ne comprenait pas. Et j'ai vraiment flashé sur ce comédien. Il a fait un gros travail, il a appris les rudiments d'arabe. Et finalement,
c'est quand même le vilain petit canard d'une famille d'origine maghrébine et qui soit d'origine française et tout. Je trouve ça même après. Au début, j'ai eu un peu, je me suis dit Benoît, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et puis les autres vont être tous d'origine. Le père et la mère forcément ont une origine du Maghreb et lui va se retrouver. Je trouvais ça un peu au début. Je me suis dit merde, mais j'avais une telle conviction dans les qualités et dans ce que donnait ce personnage. Je me dis mais en plus par rapport au propos du film, c'est génial puisque même dans le film, on en dit mais on est au cœur du propos du film. Le père, c'est vraiment triste parce que ça, donc c'est Ahmed Ben Aïssa. Le père est décédé en fait à Cannes cette année. Il était sélectionné avec un film et le jour de l'avant-première du film, à la quinzaine ou à la semaine de la critique, je sais plus, il est mort dans sa chambre d'hôtel d'une embolie pulmonaire. Les délais sont tellement longs. Si on a fait ce film à l'automne 2020, en plein pic du Covid, donc c'était très compliqué à faire. Et puis voilà, il sortira, je pense, en 2023. Donc il faut être patient maintenant dans ce métier. Mais voilà, ça c'est. Donc Ahmed ne verra pas sa magnifique prestation. Sinon, bah, j'ai fait des castings à Paris pour les autres, enfin, et à Bruxelles. Voilà, il y avait plein de. Comme je suis prof dans une école de cinéma où les élèves peuvent engager des acteurs, chaque année, je vois défiler plein d'acteurs formidables. Et puis voilà, j'ai fait mon marché aussi par rapport à tous ces acteurs belges que je connaissais et dont je savais le talent et le fait qu'ils puissent voilà, s'embarquer dans l'aventure. C'était une évidence, il fallait un jeune Rimbaud euh, décomplexé et un peu abruti. Il l'a fait parfaitement, je suis ravi. Il faut dire qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de films français qui sont venus à Bruxelles, évidemment pour des raisons de tax shelter et tout. Donc on reconstituait Paris à Bruxelles et on mettait des plaques françaises sur les plaques belges. Et donc ce film parle aussi un peu de ça, puisqu'on voit la Tour Eiffel en faux fond là à l'arrière. Mais Michel Faux, c'était le rôle parfait. Hein. C'était tellement lui le personnage aussi de ce dandy magnifique, insupportable. Et parce qu'il refuse beaucoup de scénarios. Hein. C'est un excellent comédien, mais il m'a dit, bah voilà, là je trouvais le scénario assez politiquement incorrect. Elle est venue 3 jours à Bruxelles. Je crois qu'elle était très contente de l'expérience. J'espère qu'elle aimera le film. En tout cas, je suis impatient aussi qu'elle le découvre parce que on aime tous, enfin l'équipe, on a bien travaillé sur ce truc, donc on a envie aussi qu'elle puisse s'adhérer à ce film. J'ai fait des études de chef-op avec lui, donc on a fait 3 ans ensemble. Je connaissais bien son papa aussi, qui est un poète grandiose, qui est décédé au mois de mars, cette année, en début d'année. Bref, avec Christophe, c'était assez simple. J'ai dit, mais on a regardé 2 films de frères Cohen. Je reprends Barton Fink et surtout Inside Llewyn Lewis. Et alors, j'avais vu un interview des frères qui disaient qu'ils travaillaient qu'au 27 mm et au 32. Je dis on va travailler au 27 et au 32. Donc on a travaillé tout à la courte focale. Faire un portrait en grand angle en comédie, comme je vous vois là, et les moindres mouvements du visage, on a l'impression vraiment d'être face aux comédiens. Donc eux mettent toujours la caméra si on fait un chant, donc si on discute à deux, ils mettent la caméra entre nous, jamais derrière. Et il y a un sentiment de présence, et aussi ça magnifie les décors, mais surtout en comédie, je trouve ça formidable, la présence du visage. Et on a fait des essais sur Bastien, on s'est aperçu qu'avec le 28 mm, c'était la focale qui rendait mieux toute sa schizophrénie intérieure, cette tension intérieure qui l'habite en permanence. Le 28 mm était la focale la plus juste. Donc et Christophe qui a tout fait, hein, parce que moi j'ai fait 5 longs métrages, mais lui il en a fait plus de 50. Après, il faut des bons comédiens, parce que parfois ils ne se voient pas, hein, dans les dialogues. La caméra est pratiquement sur leur nez, donc ils devinent le partenaire derrière la caméra. Donc ça demande aussi, pour les acteurs aussi, parfois une certaine dose de concentration. Mais je voulais ça, et je voulais aussi sur les décors de sortir du naturalisme. On n'était pas dans un film, c'est un conte en fait. On voulait aussi une musique qui aille vers le conte, donc on voulait se détacher du naturalisme. Mais il s'était fait en regardant. Moi, j'ai revu un peu tous les films des frères Cohen que j'aime beaucoup, et je trouve qu'ils ont toujours un placement de caméra exceptionnel. Ils placent toujours leur caméra, je ne sais pas comment ils font, au bon endroit, et ça m'a stimulé d'être un peu comme un moine copiste, à essayer de comprendre comment ça fonctionne.
Je suis content parce que je pense que, ayant un peu regardé, googlé pour voir un peu le festival, je pense que c'est la meilleure place pour ce film, qui est à la fois un film, je pense, j'espère, populaire ou d'auteur. Moi, j'ai l'impression que c'est un film populaire. Après, on dit que c'est une comédie d'auteur, mais moi, j'ai envie vraiment que. Alors, peu importe, mais je pense que c'est un bon endroit pour sortir le bébé. Puis le bébé, on a envie de le sortir de la maternité, quoi. Ça fait presque 2 ans qu'il est dans la couveuse, là. On a envie de le montrer, quoi. C'est une génération que j'apprends à mieux connaître parce qu'on fait un atelier d'écriture, donc on parle de cinéma, mais on parle de la vie, on parle de plein de choses, et puis aussi leur manière de raconter, leur centre d'intérêt, ça nous maintient dans une forme ouais, de rester dans le coup, quoi. Et ça nous permet d'aiguiser la lame du regard, parce que on est sur les plateaux, forcément, on les laisse travailler, mais on a une position finalement assez confortable parce qu'on n'a pas le même enjeu qu'eux sur le plateau, et puis ils se retournent souvent vers vous en disant, et là, qu'est-ce que tu penses? Et donc, ça nous oblige sans arrêt à être en éveil et à réfléchir. Donc, je pense que moi, j'ai 60 ans, j'ai fait 5 longs métrages, mais si on compte qu'un long métrage, c'est maximum 1 mois et demi ou 2 mois de plateau, j'aurais dans ma vie fait 1 an de plateau à 60 ans, sur ce qui est très peu finalement. Le fait de travailler avec mes étudiants, ça me donne un peu plus d'expérience aussi. Je préférerais toujours un bon film iranien à un mauvais film wallon, quoi. Donc, pour moi, le cinéma, par essence et de par sa nature, est un art d'expression vraiment international. Mais ayant été aussi en Afrique, ayant fait des films en Afrique francophone, voilà, j'étais aussi au Canada présenter mes films. Bah, c'est quand même, c'est à la fois un espace où la langue nous réunit et à la fois où les cultures sont quand même parfois différentes. Et cette réunion de la langue, ce plaisir de cette langue qui nous unit est un vrai plaisir, même de voyage dans ces pays. Et donc, ouais, c'est sympa, quoi. C'est quand même ce Covid, et on a quand même, il y a des comédiens qui sont pas venus les matins, on devait les remplacer le matin. C'était quand même de voir la tête du directeur de production. Je me dis, mais il va m'annoncer qui est malade, quoi. À un moment donné, il y a eu les figurants dans les transports en commun, on a perdu tellement de décors, et puis on les a récupérés, et c'était une aventure, hein. Enfin, c'était, moi, 2 semaines avant, je dis, on va pas le faire, c'est pas possible. Et d'avoir tourné dans ce Covid, et finalement, on voit pas que quand on voit le film, mais c'était terrible. Même filmé dans un tram ou dans un transport en commun avec les figurants dans la rue, il y avait des masques bleus. Donc, il y a beaucoup de choses qui étaient compliquées. Et finalement, alors, on a eu une grâce comme ça parce que enfin, même si j'ai dû remplacer 2 comédiens, mais qui n'avaient qu'une journée de tournage, ben, globalement, on a traversé ça dans une grâce absolue et une super entente. Donc, c'était, c'était une très grande angoisse en préparation et une grâce pendant le tournage. Et ça, c'est ce qui m'a frappé, je pense, le plus dans ce film. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Et puis même à 60 ans, j'ai l'impression d'être en apprentissage, quoi. Je me dis, allez, il y a encore tellement de choses à faire, quoi. Donc, sur la curiosité, je suis encore en plein éveil. Et puis voilà, je pense que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et j'espère encore pouvoir faire quelques films et affirmer un point de vue et aller plus loin dans plein de choses, quoi. Voilà, quand le film est fait, on a envie tout de suite, on a envie de prolonger l'aventure, quoi.